Bon, il est 11h05, on va recommencer sans tarder. Je passe la parole à Laurie Guimont pour la deuxième séance sur la territorialité et l'appartenance au territoire. Merci, Laurie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième séance. Et je voulais tout d'abord prendre un petit 30 secondes pour remercier tout le monde là, pour cette belle journée. Puis je trouve ça drôle parce que, bon, je réfléchissais au thème de cette séance-là qui est territorialité et appartenance au territoire. Mais je trouve que des événements comme ça, où la programmation est super stimulante puis recoupe tous nos intérêts, bien, ça permet de développer un sentiment d'appartenance au CRIEST aussi. Alors, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Justement, quand Léla nous a envoyé la programmation, tu sais, puis tu te rends compte que les travaux des collègues et de leurs étudiantes et leurs étudiants se recoupent beaucoup, ben ça contribue à, à développer ce sentiment-là. Alors, aujourd'hui, dans la séance territorialité et appartenance au territoire, nous avons 3 présentations. La première de Adélaïde Levavasseur à l'UQAC. Ensuite, une d'Alexandre Paré et David Dufour-Laflamme que je vous présenterai un petit peu plus en détail dans un instant. Alors, Adélaïde Levavasseur, elle fait sa maîtrise en études et intervention régionale à l'UQAC sous la direction de Pierre-André Tremblay. Alors, je te cède la parole, Adélaïde. Est-ce que vous voyez mon écran? Quel écran vous voyez? Oui. Ouais, bah, oui, ça va, on voit bien. Ouais. Je sais pas Mais c'est pas en plein écran. C'est pas en plein écran, exactement. Ok, c'est ça. Et là, c'est bon. C'est en plein écran? Non, pas encore. Mais mince. Mais je sais pas quel écran il partage. Ah, là, ça va. Là, ça l'est. C'est bon. C'est bon? C'est bon, Ah, c'est bon. il y a juste un décalage. Super. Bon, ok. C'est parti. Bonjour. Oui, donc effectivement, moi je suis étudiante de l'UQAC, mais j'ai terminé ma maîtrise. Donc là, je vais vraiment vous présenter les rapports de le résultat de mon stage, dont j'ai déposé le rapport en novembre déjà, donc ça fait un petit moment. Et j'ai travaillé sur l'attractivité territoriale des milieux ruraux dévitalisés. Donc effectivement, on se recoupe énormément avec mon collègue d'avant. Il y a vraiment des thématiques proches que je vais aborder. Plus précisément, moi j'ai travaillé sur la définition et la récolte de bonnes pratiques d'attractivité pour la municipalité de Petit-Saguenay. Donc vous pouvez voir sur cette photo-là, c'est Petit-Saguenay. Alors, donc Petit-Saguenay, c'est une municipalité qu'on dit dévitalisée du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se trouve isolée géographiquement à plus d'une heure de la ville de Saguenay, donc à plus de 6 heures de la ville de Montréal par exemple, pour situer un petit peu. C'est une municipalité en situation de déclin démographique et de vieillissement de sa population. Donc on peut voir qu'entre 1961 et 2016, on a plus que diminué la population par 2. Donc l'enjeu, c'est vraiment, comme pour le sujet précédent, d'attirer des personnes sur le territoire de Petit-Saguenay. Petit-Saguenay mobilisé autour d'une démarche de développement local, de revitalisation, et participe notamment aux ateliers des savoirs partagés, les ASP 2.0, qui sont des espaces de dialogue en fait, qui permettent de co-construire des connaissances et des innovations sociales et de développer des capacités réflexives pour relancer des dynamiques de développement local. Pour répondre au problème du déclin démographique et du vieillissement, on m'a offert de faire ce stage précisément sur l'attractivité territoriale, en faisant de l'attractivité territoriale un outil quelque part pour le maintien et la rétention et l'attraction de populations sur un territoire, de population mais également d'activités de services. Donc j'avais 2 éléments de problématique. Tout d'abord, il fallait définir ce qu'était l'attractivité territoriale et de trouver une définition qu'on pouvait utiliser tous ensemble pour réfléchir ensuite, puisqu'il y a plusieurs définitions de l'attractivité, il y a plusieurs interprétations de l'attractivité. Donc l'idée, c'était d'abord d'en extraire une définition, et dans un second temps, c'était de rechercher d'autres pratiques dans d'autres territoires dans une situation assez comparable pour pouvoir alimenter la réflexion de Petit-Saguenay, leur fournir des idées, par exemple. Donc, mon stage était divisé en 2 parties. J'ai tout d'abord réalisé une revue de littérature, tout bête, sur l'attractivité territoriale. J'en ai extrait une définition et également j'en ai extrait quelques questions qui me sont nées au fur et à mesure de mes lectures, qui me paraissent importantes à se poser si on veut faire une démarche de valorisation de l'attractivité territoriale. Et dans la partie plus collecte de données, j'ai
j'avais prévu de faire des entrevues au départ, mais comme au début du contexte de la pandémie, avec mes deux superviseurs, Suzanne Tremblay et Pierre-André, on a décidé que c'était peut-être mieux d'aller plus simplement sur les sites internet des municipalités et via des articles de presse, récolter des informations sur les bonnes pratiques de 6 autres territoires. J'ai également réalisé quelques visites de terrain et des entrevues informelles téléphoniques pour pouvoir un peu mieux comprendre le contexte. Oui. Donc, en ce qui concerne la définition que j'ai retenue, donc là, il y a beaucoup de... c'est assez coloré, etc. C'est parce que je l'ai présentée aux personnes de la communauté il y a 2 semaines, et j'ai essayé un petit peu de décortiquer la définition pour mieux la comprendre, la rendre un peu plus appropriable et compréhensible. Donc, on peut la définir comme une capacité à attirer divers flux, donc des entrées et des sorties, des flux qui peuvent être humains ou financiers. Donc, on peut parler, au niveau humain, il y a aussi une grande diversité. On peut parler plus de cadres, de touristes, d'étudiants, de familles, de personnes âgées ou financiers. Et afin de les stabiliser, donc là, c'est ce qu'appelait mon collègue d'avant, c'était la rétention. Quelque part, en fait, il y a vraiment une phase d'attraction et de rétention dans l'attractivité. Il faut retenir les populations et les activités déjà présentes, et il faut retenir celles qu'on va attirer. Parce que parfois, on peut aller s'installer en région et puis trouver qu'on ne s'y plaît pas pour diverses raisons qu'on a mentionnées avant. Et donc, il faut aussi prendre en compte cette stabilisation. Pour générer des richesses, donc l'idée, c'est dans notre paradigme, c'est aussi que ça bénéficie au territoire, que ça s'inscrive dans une démarche de développement local et que ça rentre dans la vision territoriale qui a été évoquée par la communauté. C'est vraiment que ça puisse bénéficier au plus long terme au territoire. Oh, pardon, excusez-moi. Et enfin, pour les activités, on peut parler d'activités économiques, des facteurs de production, des entreprises, des porteurs de projets, des capitaux, ou alors des populations résidentes, comme je l'ai expliqué avant. Au vu de la situation particulière de Pied-Saguenay et des enjeux qui étaient évoqués au cours des réunions du comité de pilotage des ASP, on a fini par développer 3 domaines les plus importants à notre avis. C'était d'abord de parler d'attractivité résidentielle, de la dimension résidentielle de l'attractivité, donc par exemple cibler particulièrement les aînés, les familles et les jeunes pour répondre aux besoins de Pied-Saguenay. Également une dimension économique de l'attractivité, donc on a besoin d'attirer des entreprises et des porteurs de projets, et une dimension récréotouristique, puisqu'il y a quand même un volet récréotouristique important à Pied-Saguenay pour la mise en valeur de son patrimoine naturel notamment, et culturel. Et donc dans l'attractivité récréotouristique, on peut sous-diviser en parties. On peut viser particulièrement les événements, ou alors les activités de plein air, l'agrotourisme, la culture. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive, et c'est d'ailleurs des frontières qui se recoupent, mais ça permettait de un peu mieux clarifier notre collecte de données. En ce qui concerne les territoires, donc l'idée c'était d'avoir des territoires qui soient pertinents au point de vue des enjeux auxquels ils font face, et également d'avoir des échelles un peu différentes et puis des moyens un peu différents pour qu'on puisse trouver de nouvelles idées quand même, pour qu'on puisse aller récolter des informations nouvelles, des idées nouvelles pour Petit-Saguenay. Donc Petit-Saguenay, c'est situé ici, donc vous voyez, c'est quand même, voilà, la ville de Saguenay est à peu près ici. Donc là, c'est Petit-Saguenay. J'ai retenu comme municipalité Saint-Fulgence, Saint-Gédéon près du lac, la municipalité des Éboulements et la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Également, on a retenu la MRC de Bellechasse, qui est une autre communauté partenaire des ateliers des savoirs partagés. Et on s'est dit qu'on allait peut-être travailler aussi sur Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont un archipel français. Pourquoi? Parce que ça restait quand même un contexte assez proche, il y a des échanges avec le Canada, et également, c'est un archipel, donc en termes d'isolement géographique et de défis par rapport à l'attraction et la rétention des populations, ça nous paraissait quand même assez intéressant. Je ne vais pas vous présenter tous les exemples que j'ai récoltés de bonnes pratiques. C'est vraiment les exemples suivants vont être plus pour vous illustrer un petit peu à quoi ça ressemble et quel type de programme on va viser et fournir à Petit-Saguenay. Donc par exemple, précisément pour l'attractivité territoriale résidentielle et pour viser les familles et les aînés, j'ai retenu 2 grandes catégories déjà. Donc c'est plutôt tout ce qui va être politique publique et institutions. Notamment, par exemple, on a souvent des politiques familiales ou de jeunesse, et ou parfois conjointement des politiques familiales et des aînés, qui vont en fait avoir des objectifs stratégiques et des actions qui vont spécifiquement s'intéresser aux enjeux auxquels font face ces populations et essayer de trouver des réponses. Alors,
aux obstacles de ces populations, qui vont les empêcher de rester dans un territoire, qui vont les forcer à aller dans des centres plus adaptés au vieillissement, par exemple, ou aux études. Donc ça va vraiment être toutes ces actions-là. En plus, on peut parler de la démarche de municipalité Amis des aînés, donc la MADA. C'est tout un tas d'autres actions qui vont permettre de faciliter la résidence des aînés sur place. Il y a également des démarches spécifiques de planification stratégique pour l'attractivité. On en a à Saint-Fulgence, qui travaille avec l'ambassade boréale et qui va vraiment développer une image boréale de son territoire, qui va valoriser ses productions boréales, donc sa situation par rapport au nord. Il y a également des démarches de marketing territorial. Il y en a une à Saguenay qui est en cours. Et par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a vraiment créé une marque territoriale qui va vraiment permettre de valoriser l'appartenance au territoire, l'identité du territoire, qui va faire qu'on se démarque si on vit à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pas mal leur stratégie. Ensuite, on pourrait citer tout ce qui va être les aides au logement et à la rénovation, parce que parfois, tout simplement, des personnes ne peuvent pas rester dans certaines zones parce qu'il n'y a pas de maison ou alors elles ne sont pas habitables. Et là, faire des rénovations peut être trop coûteux, donc il y a aussi des services pour aider dans ce genre de cas. Au niveau de la société civile, on pourrait aussi citer toutes les associations, les groupes qui vont aider particulièrement certaines populations, notamment les aînés. Donc il y a, comme vous voyez, le cercle des fermières, la fraternité de l'âge d'or, le regroupement des éclaireurs pour les aînés à Saint-Fulgence. C'est un groupe de bénévoles qui va en fait être en contact régulier avec les personnes âgées pour s'assurer que leurs besoins sont bien remplis et voir que faire s'il y a une détresse, s'il y a un besoin, réagir. Il y a aussi, plus spécifiquement pour les familles, des comités, des fois des comités familles et aînés. Il y a tout ce qui est camp de jour, toutes les écoles avec des projets pédagogiques particuliers, les services de garde qui vont faciliter l'installation. Il y a aussi plus particulièrement pour les jeunes, alors ça dépend des catégories, mais souvent c'est entre 12 et 18 ou 12 et 25 ans. Il y a parfois des groupements qui leur permettent de s'approprier plus leur territoire, d'être entendus aussi dans leurs besoins qui sont différents. Il y a par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon le réseau Fier SPM qui veut aussi essayer de valoriser l'entrepreneuriat des jeunes, essayer de les encourager à créer des entreprises en lien avec les besoins de leur territoire pour qu'au lieu qu'ils restent à la métropole ou, comme ce serait le cas avec Montréal par exemple, après leurs études, qu'ils reviennent s'installer chez eux et créent des projets adaptés et stimulants pour eux. Il y a également un autre volet, c'est tout ce qui concerne les démarches d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, comme on en parlait avant, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cela quand on n'est pas très accueilli ou qu'on ne nous aide pas à acquérir les codes culturels et des réseaux. Parfois, c'est compliqué pour les immigrants de rester. Et donc, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas vraiment de mécanisme pour ça. Mais il y en a d'autres qui ont, je pense, des structures intéressantes, comme la Merced Bellechasse ou Saint-Fulgence, qui organisent des journées pour essayer d'intégrer, qui organisent des échanges, des systèmes de tutorat, par exemple. Donc là, j'en suis, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé. Donc là, l'étape, bon, c'est plutôt fini pour moi, mais ces derniers mois, je me suis posé la question de comment faire pour valoriser finalement ma recherche, pour pas que ça reste juste endormi dans mon rapport, que personne ne va lire à peu près. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on va les encourager à s'approprier, parce que c'est le but de la recherche-action quand même, c'est qu'à la fin, ça serve à la communauté. Donc j'ai un peu réfléchi à tout ça ces dernières semaines et mois, et j'ai essayé de participer à des conférences, etc. pour valoriser cette recherche. Et on a aussi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, de discuter avec la communauté de Petit Saguenay autour de mon projet particulièrement, enfin en tout cas de l'attractivité territoriale. Et donc c'est ça, comme je vous le disais, je me posais la question, comment est-ce qu'on fait pour faire de cette démarche une innovation sociale aussi, pour s'inscrire dans les programmes liés aux ASP, aux crises et aux CRIEST, pour favoriser les pratiques réflexives de la communauté sur son territoire. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils s'approprient les définitions que j'ai sorties et les bonnes pratiques que j'ai sorties pour co-construire leur propre projet d'attractivité territoriale et comment faire émerger de nouvelles idées et stratégies. Donc au cours de la discussion qu'on a eue la semaine dernière, j'ai pu leur présenter ce qui me paraissait peut-être l'élément un peu plus pratique de mon rapport, c'était une série de questions qui sont nées de mes lectures et qui, à mon avis, pouvaient être importantes à se poser pour construire une démarche d'attractivité territoriale. Parce que pour l'instant, j'avais un peu l'impression je peux le dire maintenant, qu'on me demandait de donner des bonnes idées, mais en fait, on ne savait pas vraiment où on allait. C'est-à-dire que je trouvais qu'il fallait quand même d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'attractivité territoriale et surtout comprendre qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes du territoire et plusieurs façons, on peut avoir plusieurs cibles différentes pour l'attractivité. Donc moi, je pensais qu'il fallait se poser des questions d'abord sur qu'est-ce qu'on veut, on comprend où on veut aller, qui on veut attirer et comment on fait maintenant.
Donc, j'ai fait naître ces questions qui sont d'abord sur quel type d'attractivité on veut, si on veut d'abord miser sur la résidence, l'économie, la culture, quelle population, ressources ou flux on veut attirer, fixer et retenir. Est-ce qu'on veut d'abord retenir ou d'abord attirer? Il y a toutes ces questions. Si on parle d'activités économiques, quelles activités économiques? Est-ce qu'on va favoriser l'artisanat, les entreprises? Est-ce qu'on facilite le développement de projets d'entrepreneurs qui sont déjà des résidents? Alors, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une réponse. On m'a dit que finalement, tous les entrepreneurs potentiels de Petit Saguenay avaient déjà eu l'occasion de lancer leur projet. Donc là, il fallait des nouvelles personnes, par exemple, sur ça. Et dans quel secteur on va rester? Donc là, on a sélectionné l'agroalimentaire, le tourisme et la foresterie, par exemple. Si on parle de population, quelle population on veut faire venir? Est-ce qu'on veut faire revenir en priorité les jeunes qui sont partis ou des familles qui sont déjà parties? Est-ce qu'on veut faire venir de nouvelles personnes? Et là, dans ce cas, qui? On ne va pas faire venir des étudiants à Petit Saguenay ou des professeurs, à moins qu'ils aillent travailler jusqu'à l'UQAC, mais sinon, ce n'est pas le but. Donc, c'est vraiment les familles qui sont importantes pour Petit Saguenay. Et quelle capacité d'intégration on a, par exemple, si on fait venir des étrangers ou des néo-ruraux? Comment est-ce qu'on est capable, en fait, de faire face aux conflits d'usage potentiels qui vont survenir? Donc voilà. Et une fois qu'on a répondu à ces questions, c'est de se dire quels vont être les facteurs qui vont limiter l'attractivité de Petit Saguenay et comment est-ce qu'on peut agir sur ces facteurs, est-ce qu'on peut agir sur ces facteurs? Et autrement aussi, quels sont les atouts de Petit Saguenay? Pourquoi est-ce qu'on aimerait aller y vivre? Quelles ressources on peut mobiliser pour faire venir des gens et pour les faire rester? Et quelle image territoriale on va développer pour ça? Il y a déjà du travail d'effectuer sur la communauté sur ces questions. Mais voilà, je pensais que c'était important de les rappeler. Et je pensais aussi que, comme l'ont prouvé les événements récents, il y a aussi une vague en fait de télétravail potentiel et de retour vers de contre-urbanisation, de reconquête des régions, qui pourrait être, à mon avis, exploité par un milieu comme Petit Saguenay qui a vraiment un cadre exceptionnel et qui éventuellement pourrait gagner peut-être quelques résidents à valoriser le télétravail. Mais pour ça, il faudrait une bonne couverture numérique qui est aussi un obstacle. Où en est-on aujourd'hui? Une petite minute? Oui, c'est ma conclusion, pardon. En fait, aujourd'hui, Petit Saguenay est, comme je le disais, en train de s'organiser pour travailler sur son attractivité territoriale. Donc, c'est très motivant de les voir réfléchir. On se pose la question de la mise en place d'un comité dédié avec une personne embauchée à temps plein sur ces questions, de consulter les entreprises et les personnes pour vraiment savoir quelles vont être les priorités et quelles vont être les actions adaptées. Et dernier point, c'est que Petit Saguenay va sûrement pouvoir valoriser, je l'espère en tout cas, ce travail sur l'attractivité territoriale comme une capacité réflexive collective qui vont pouvoir transmettre ou valoriser auprès des futures communautés des ASP 3.0, qui sera la nouvelle mouture des ASP, qui va commencer l'année prochaine. Là, ils sont dans une année de dialogue et de recherche des autres communautés. Et j'espère que Petit Saguenay va donc pouvoir avoir un rôle un petit peu de leader pour pouvoir faire valoriser cette recherche et puis leur nouvelle connaissance, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Adélaïde. Fort intéressant. Puis c'était chouette aussi d'avoir une présentation d'un travail quasi terminé dans ton cas, mais pas tout à fait terminé parce que tu continues d'aller sur le terrain puis nourrir les réflexions avec les résultats. Si c'était possible aussi d'arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas comment on fait. C'est bon, c'est bon. OK. Alors, est-ce qu'on a, je vais reprendre la formule de Mélanie. Est-ce qu'on a quelques petites questions de précision courtes avant de plonger dans la deuxième présentation? Oui, Juan Luis? Oui, moi j'ai trois petites questions, mais sont vraiment de précision. Okay? La première, c'est, je n'ai pas entendu dans votre présentation le mot néo-ruralité. Pourtant, il y a des travaux, il y a des débats et tout ça. Je veux juste savoir si vous l'avez considéré ou si vous avez tout simplement décidé de ne pas en parler. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que de la façon comment c'est abordé l'attractivité, c'est très en lien avec une démarche théorique d'une nouvelle forme d'économie territoriale, surtout développée en France, mais pas uniquement, qui est ce qu'on appelle l'économie présentielle ou résidentielle. Est-ce que vous avez fait des liens? Est-ce que vous avez tenu compte? Est-ce que vous avez décidé de ne pas en tenir compte? C'est possible parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche, mais c'est une approche très, très, très fréquente aujourd'hui. Et la troisième, c'est est-ce que vous avez pensé à regarder du côté de Saint-Camille comment on a encadré les nouveaux arrivants? Et est-ce qu'il est possible de développer des formules de façon à ce que les nouveaux arrivants
nouveaux arrivants, au sens de ce qu'on appelle ici nouveaux arrivants, là, pourraient s'inscrire dans le processus de façon plus précise? Oui, merci pour les questions. En fait, le concept de néo-ruralité, si je l'ai mentionné même dans ma présentation, c'est l'une des questions qui, à mon avis, serait importante à se poser. Effectivement, c'est est-ce que Petit-Saguenay est capable d'accueillir des néo-ruraux? Parce qu'il y a effectivement des conflits, je les ai mentionnés dans mon rapport, en fait. J'avais lu un rapport de maîtrise sur ça. Effectivement, il y a des conflits quand il y a des néo-ruraux qui viennent s'installer dans des milieux ruraux. Donc ça, je pense que ça va être aussi un enjeu. C'est pour ça que ça faisait partie des questions que j'avais mentionnées, qui, à mon avis, que les habitants devraient se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à ces questions-là. Donc oui, ça fait partie des questions que j'ai suggérées. Sinon, en ce qui concerne l'économie résidentielle, oui, j'ai lu un petit peu sur ça quand je faisais ma recherche sur l'attractivité territoriale. C'était un peu ce qui a guidé un peu la limite aussi. J'ai pas vraiment creusé sur ça, sur mes propres réponses, mais effectivement, je l'ai un petit peu écarté. Au début, ça m'inspirait un petit peu l'idée de, oui, en fait, l'idée, c'est quand même même si on peut pas faire venir des activités économiques, on a au moins des gens qui y résident et qui donc consomment sur place. C'était un petit peu ce que j'avais compris de la lecture de Davesi. Mais finalement, je l'avais écarté et pour être honnête, je ne sais plus exactement pourquoi, mais je pense que ça n'avait plus été si pertinent que ça non plus. Donc, c'est dans mon rapport un peu plus que maintenant. Je suis désolée. Et enfin, pour Sainte-Camille, en fait, effectivement, mes professeurs ont travaillé sur Sainte-Camille et l'idée avec mon stage, c'était quand même vraiment d'aller chercher ailleurs ce qui se fait. Comme quoi, Sainte-Camille, on a pas mal travaillé dessus quand même et il y a beaucoup de gens qui ont déjà écrit là-dessus. Donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'était pas de regarder vers Sainte-Camille, mais par exemple, ça pourrait aussi être un volet intéressant pour les habitants de Petit-Saguenay. Ils pourraient peut-être aller discuter avec les habitants de Sainte-Camille, qui est une autre communauté des ASP, pour voir ce qu'ils ont fait au niveau de l'intégration. Moi, à mon stade, là, c'était vraiment de suggérer attention, peut-être ça pourrait être une limite si on veut y réfléchir. Et là, pour le coup, ce sera leur rôle d'aller chercher des idées sur l'intégration. Mais merci pour la suggestion. Merci. Je suggère qu'on passe à la deuxième présentation, puis ici, il y a d'autres questions. On y revienne à la période commune. Alors, Alexandre Paré, étudiant à la maîtrise au département de géographie sous la direction de Juan Luis Klein, va nous parler des communs urbains et conscience territoriale, les différentes formes de mise en commun à partir des cas de l'îlot des Murmures et de l'espace bonheur maçon. À toi, Alexandre. Bonjour, j'essaie juste de voir si je fais ça ici, vous voyez mode présentateur. Hein? Ouais, c'est pas plein écran. Bon, ben zut. Comment je vais arrêter le partage? Ce ne sera pas bien long. Là, on a un PDF. Ah, merde. Bon. OK, non, c'est correct. Faudrait peut-être juste... C'était bien? Reviens. Non, reviens, ouais. Ça marche? Là, cliquez là, en haut. Clique en haut. Fait, le petit rectangle au-dessus. L'autre, tasse. Retourne en haut. Ben, je vais essayer un autre truc. Je vais essayer juste de... Ouais, je vais regarder. Je vais l'avoir maintenant. Ça marche? Oui, c'est beau. Ah, super. Donc, bonjour, Alexandre Paré. En effet, je travaille, en fait, je suis en mémoire de maîtrise avec M. Klein sur les communs urbains en géographie à l'UQAM. Voilà, donc je m'intéresse à deux cas, l'îlot des Murmures et l'espace bonheur maçon, que je vais présenter rapidement dès le départ. Ensuite, je vais présenter en surface ce que sont les communs et les communs urbains fonciers. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer beaucoup plus sur tout ce qui est la mise en commun. Donc, les différentes formes de commoning avec les différents courants de pensée qui en découlent. Donc, mon mémoire, ça porte vraiment sur deux cas de réaménagement d'espaces en friche dans un contexte de gentrification. Puis, en m'inspirant des travaux de Léla, j'ai décidé de me baser vraiment sur deux effets pervers de la gentrification qui sont la marginalisation puis la perte du sens du lieu. Voilà. Donc, mon terrain de recherche, c'est le secteur de la promenade Masson, le quartier de la promenade Masson, si on veut, à Montréal. Donc, on est dans Rosemont-la-Petite-Patrie, juste au nord des Chats Pengus, ici. Donc, c'est un quartier très dynamique. Hein. Il y a
un gros dynamisme commercial, surtout de la rue d'Iberville à la 12e avenue ici. Mais c'est aussi beaucoup de commerces de proximité, donc les gens marchent énormément. Il y a aussi beaucoup d'organismes communautaires, des ruelles vertes, de l'urbanisme tactique et tout. Mais par contre, c'est aussi un quartier qui connaît des processus de gentrification, autant de la rénoviction, la hausse des loyers assez élevée, puis aussi de la gentrification instantanée avec la construction de nouveaux immeubles proches du parc Pélican, par exemple. Voilà. Donc, moi, je travaille sur 2 projets participatifs, l'Espace Bonheur-Masson, l'Îlot des Murmures. C'est 2 projets dans lesquels les citoyens ont été vraiment appelés à participer activement au réaménagement de ces terrains-là, qui étaient des terrains en friche à la base. Donc, le premier cas, c'est l'Îlot des Murmures. Donc, on voit un avant-après. Ça s'est déroulé assez vite, hein, le changement, en quelques mois. Donc, l'Îlot des Murmures, c'est le Land et le Centre d'écologie urbaine de Montréal qui ont été mandatés par la ville pour, dans le fond, recruter des citoyens à l'aide d'un petit budget participatif d'à peu près 10 000 $ pour revitaliser l'espace. Puis, sinon, l'espace Bonheur-Masson, un petit peu la même chose, mais ça, c'est épaulé par Solon, un autre organisme. Puis, c'était vraiment une ancienne ruelle qui faisait office de stationnement sauvage un petit peu, donc on a réaménagé. On voit l'avant-après. C'est 2 espaces assez similaires, hein, dans leur nouvelle fonction. C'est espace de voisinage qui intègre une variante ludique. Donc, on a du jardinage, on a aussi des bacs pour faire pousser des légumes et des plantes. Puis, l'idée, c'était de verdir des terrains vacants puis de permettre aux citoyens de s'approprier ces espaces-là. Donc, c'est aussi, en plus d'avoir été des espaces qui sont revitalisés par les citoyens, c'est aussi des espaces qui sont maintenant entretenus, gérés, animés par un groupe de citoyens de manière autonome. C'est ça qui en fait l'intérêt, selon moi. Puis dans les 2 cas, c'est des petits groupes de citoyens quand même en 5 à 10 personnes qui se sont formés pour s'occuper de ces groupes-là, de ces espaces-là, excusez-moi. Donc moi, je regarde ces cas-là avec les lunettes des communs. Donc c'est quoi les communs? Il y a 3 composantes au commun. Un objet, une communauté, puis une organisation, une mise en commun. C'est vraiment les communs en soi, c'est vraiment la relation dynamique entre ces 3 éléments-là. Donc, pour l'émergence d'un commun, il peut y avoir une communauté qui décide de s'organiser pour mettre en commun une ressource commune, mais aussi il peut y avoir une organisation d'une ressource qui n'est pas à la base commune, qui crée une communauté d'usagers, de commoners, si on veut. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre à ça. Puis moi, je travaille sur les communs urbains fonciers, donc une ressource foncière en milieu urbain. La communauté, je vais l'appeler les commoners. Puis sinon, la mise en commun, je vais l'appeler le commoning. Donc, en milieu urbain, les types de communs, les exemples rapidement, c'est une coopérative d'habitation, par exemple, des ruelles vertes, bâtiment 7 aussi, qui est un bon exemple, ou des jardins communautaires. Donc, maintenant, je vais m'intéresser un petit peu plus au courant de pensée, hein, sur les communs. Donc, pour ça, je me base sur les travaux d'Amanda Huron, qui distingue, elle, 2 courants de pensée, les altermondialistes puis les néo-institutionnalistes. Et puis, bon, je me base sur cette nomenclature-là, mais il y en a d'autres qui existent, hein, mais c'est à peu près les mêmes auteurs dans chaque courant de pensée. Donc, j'ai commencé avec les néo-institutionnalistes. C'est un courant qui découle vraiment des travaux d'Eleonore Ostrom, qui est une économiste à la base, qui s'intéresse principalement à des ressources biophysiques qui sont mises en commun par une communauté. Donc, c'est la gestion et la gouvernance de la ressource est assumée par une communauté, les commoners, qui offre, ça offre une alternative à la binarité public-privé de gestion des ressources. Puis, le groupe va créer des institutions, des règles, des pratiques, des normes qui visent à gérer de manière durable et pérenne la ressource. C'est 2 éléments clés, hein, du courant néo-institutionnaliste. Puis, les auteurs de ce courant de pensée-là vont faire beaucoup d'études de cas. Puis, Ostrom va proposer, finalement, à l'aide de plusieurs études de cas, 8 principes de gouvernance pour rendre durable et pérenne l'exploitation d'un resource system, si on veut. Et puis, sinon, du côté des altermondialistes, là, on a des auteurs plus comme Dardo et Laval, Arte Negri, Massimo De Angelis. Donc, ça découle vraiment de ces auteurs-là. Puis, ces auteurs-là s'intéressent soit à la protection d'un commun existant face à l'enclosure, donc à la privatisation d'une ressource qui était commune ou d'un objet qui était commun à la base. Puis, sinon, vont s'intéresser aussi à l'émergence d'un commun, mais peu importe la nature de l'objet. Donc, pas besoin d'être une ressource commune à la base. Voilà, donc le commun, c'est vu ici comme un principe politique, hein, qui permet une émancipation face aux effets aliénants du néolibéralisme et du capitalisme. Les aspects durabilité et pérennité sont un petit peu mis de côté dans ce courant-là. Voilà, puis
Sinon, peu d'études de cas pour les altermondialistes et la notion d'enclosure très importante. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir les différentes formes de mise en commun qui découlent de ces courants de pensée-là, donc les différentes formes de commoning. Ici, je me suis basé sur un tableau de Valérie Fournier que j'ai traduit. Le premier courant, les néo-institutionnalistes, la forme de commoning qu'on a, c'est l'organisation en commun. Donc ici, on s'intéresse à allouer de manière collective la ressource puis déléguer des responsabilités aux usagers. Donc, la question à se poser, c'est quoi la quantité qui est utilisée puis c'est par qui? Puis on délimite les utilisateurs légitimes puis la quantité des ressources qu'ils peuvent utiliser. Donc, de manière schématique, ça ressemble un peu à ça. Donc, on a une ressource bien délimitée ici et un groupe bien délimité aussi. Puis, chaque personne a sa part de poisson, si on veut. Et puis, ça, c'est très bien parce que ça permet de limiter le free riding, donc des gens à l'extérieur du groupe qui viendraient récolter des poissons. Plus les pêcher que les récolter. Hein. Puis, sinon, ça permet de limiter la surconsommation à l'intérieur du groupe, donc il y a trop de gens qui viennent surconsommer, qui viennent pêcher les poissons, puis limiter la congestion, donc il y a trop de personnes dans le groupe. Ça, c'est des problèmes vraiment classiques des néo-institutionnalistes, puis, mais ça permet une mise en commun d'une ressource, puis de manière durable et responsable. Mais par contre, une fois la ressource partagée, puis les responsabilités mises en place, les personnes peuvent faire ce qu'ils veulent de la ressource. Donc, ça revient un petit peu à une espèce d'appropriation privée, mais faite en commun. Voilà, donc les effets du commoning aussi sont vraiment fixés sur le territoire. Hein, donc, ça revient vraiment au groupe lui-même. Puis, en fait, c'est sûr qu'il y a des externalités positives à l'allocation durable et responsable d'une ressource, mais les effets de la mise en commun sont vraiment plus centrés sur le territoire. Et puis, du côté des altermondialistes, là, on a une toute autre manière de voir. On veut organiser pour le commun et organiser le commun. Le commun étant vu ici comme la relation dynamique entre les trois éléments que je vous présentais tantôt. Donc, l'idée, c'est un usage collectif des ressources, puis une production collective des ressources. Donc, à quoi l'usage peut-il servir, puis c'est quoi l'usage approprié de la ressource. Donc, là, on a un tout autre type de schéma. On a un schéma ici avec, premièrement, des personnes, un groupe de personnes qui vient utiliser puis entretenir la ressource ensemble. Beaucoup plus que juste de l'allocation simple. Puis, ils vont produire de cette manière-là le commun. Donc, il y a des frontières poreuses autant au niveau du commun ici que du groupe, de l'espace, excusez-moi, du support physique du commun, la première ligne, et du groupe de commoners, il y a des frontières poreuses, donc il y a des gens qui ne font pas partie du groupe qui peuvent venir sur le support physique du commun. Il y a des nouvelles personnes qui peuvent venir s'intégrer au groupe et tout. Puis aussi, si on prend l'exemple de l'espace Bonne-Armation puis l'îlot des murmures, bien, il y a plusieurs ressources, on voit, qui sont à l'intérieur du support physique du commun. Donc, il y a plein d'autres activités qui se passent. Puis, voilà, ça crée premièrement des espaces d'émancipation, puis ça engendre des bénéfices qui ne sont pas limités au support physique qui est le commun. Voilà. Donc, c'est ça. Je me suis vraiment rendu compte en étudiant mes deux cas que la mise en commun, elle ne se limite pas du tout à la ressource foncière qui est mise en commun, mais il y a beaucoup d'autres éléments ou objets qui sont à l'intérieur de cette ressource foncière-là qui sont mis en commun. Notamment aussi, on peut même aller jusqu'à la création de la mise en commun d'une conscience territoriale puis une conscience du lieu. Il faut comprendre aussi que les trois formes de commoning que je viens de présenter ne s'excluent pas l'une de l'autre. Ça veut dire qu'il peut avoir une répartition, une allocation, puis une répartition des responsabilités à la base, puis ensuite un usage pour et du commun, une production du commun. Donc, un bon exemple pour ça, c'est comme une coopérative d'habitation où il y a certaines pièces qui sont privées, où les gens habitent, donc c'est un logement privé, mais d'autres où c'est des espaces plus communs, où là, il y a vraiment une production d'une communauté, où on fait vraiment des activités ensemble, puis il y aurait même, par exemple, des personnes de l'extérieur de cette coopérative-là qui pourraient venir faire des activités et tout, donc ils profiteraient des effets émancipateurs de ces espaces-là, même à l'extérieur de la communauté. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà, parfait. Donc, aussi, l'organisation en commun, dans un contexte de gentrification, donc l'allocation des ressources, on peut faire l'hypothèse, puis c'est une hypothèse qui est souvent émise dans la littérature, on
peut supposer, en fait, que cette allocation-là, le groupe, en fait, va être un groupe formé de personnes qui ont le temps et les moyens de participer à ça. Donc, des bénévoles qui ont certains statuts sociaux, puis des études universitaires, par exemple. Puis, dans mes cas que je regardais, c'était vraiment ça à la base. Tu sais, je me disais, ah bon, ben, l'organisation en commun est faite par un certain type de personnes, puis ben, ils vont s'approprier la ressource. Tu sais. Donc, ça pourrait être un petit peu. J'avais cette crainte-là, tu sais, que ces beaux projets-là soient vraiment appropriés par des personnes aux dépens de d'autres. Mais je me suis rendu compte sur le terrain que ce n'était pas du tout ça parce que justement, le groupe de commoners qui s'occupe de cet espace-là, bien que ce soit des personnes d'un certain statut social, premièrement, ne sont pas, par exemple, à l'abri des effets de la gentrification. Donc, il y a des personnes dans ces groupes-là qui ont dû déménager du quartier parce qu'ils se sont fait évincer et tout. Donc, on parlait de nuances, justement, avec Léla, c'est vraiment en voilà. Puis aussi que les commoners organisent pour et organisent le commun. Donc, ils sont vraiment à l'affût des problèmes occasionnés par la gentrification sur le territoire. Voilà, donc, ça va être une manière d'organiser beaucoup plus inclusive, puis à la place de la perte du sens du lieu, ben, on crée un nouveau sens du lieu, puis un espace qui est approprié par certains individus qui auraient peut-être pu être marginalisés dans d'autres situations. Voilà. Donc, je ne suis vraiment pas en train de dire que c'est des communs qui sont parfaits et qui ne marginalisent pas personne, mais c'est vraiment comme ça que j'ai pu, à l'aide de ces différentes manières de voir le commoning, que j'ai pu comprendre un peu plus comment les effets pervers de la gentrification pourraient être limités par la mise en commun. Voilà. Donc, pour conclure, je vais essayer de faire vite quand même, mais je voulais conclure un petit peu sur la portée transformatrice des communs. Hein. Donc, les espaces d'émancipation des valeurs néolibérales, c'est des espaces où il y a des valeurs comme la solidarité, l'équité et la réciprocité. Hein. Donc, même si c'est des petits exemples, l'espace Bonheur-Masson puis l'îlot des Murmures, qui sont vraiment à micro-échelle, ben, c'est intéressant de voir de ne pas juste les voir dans leur unicité. Hein. Donc, de voir le potentiel émancipateur vraiment comme une mosaïque de communs dans Rosemont. C'est sur ça que j'essaie de travailler un petit peu ces derniers temps, vraiment de tout voir, de voir ces initiatives-là comme un ensemble. C'est vraiment intéressant. Puis, sinon, peu importe la taille hein, de ces espaces-là, il y a Stavros Stavrides qui a un terme que j'aime beaucoup, qui s'appelle les threshold space. C'est un petit peu la spatialité de seuil. Donc, de mettre un pied, hein, c'est comme une porte d'entrée vers un espace d'émancipation, peu importe l'échelle de ces petits projets. Voilà. Puis, je vois que ça fait presque 15 minutes. Je vais arrêter parce que ça a déjà pris du temps. Puis, voilà, si vous avez des questions. Merci, Alexandre. Il restait 32 secondes. Ah, mais j'ai pris un peu plus de temps au début. Fait que... Ça va, merci. Est-ce qu'il y a des réactions, questions courtes pour Alexandre avant qu'on passe à la présentation de David? S'il pouvait juste finaliser sa dernière acétate, là, il avait parlé donc des thresholds du seuil, mais l'autre point il restait juste un petit picot à expliquer. Oui, absolument. Excusez-moi, c'est les communs post-politiques. En fait, c'est un article de Bianchi, Yolanda Bianchi, qui parle justement des communs post-politiques comme étant, quand les communs font partie d'une espèce une configuration institutionnelle où il y a des institutions participatives qui limitent, dans le fond, il y a des paramètres ou des mécanismes qui font en sorte de permettre seulement la participation de certains types de personnes ou certaines demandes, bien, ça limite le potentiel émancipateur des communs. Puis c'est un peu ça le cas de l'espace Bonheur-Masson et l'îlot des Murmures qui font partie d'une initiative qui s'appelle les projets participatifs citoyens en ce moment. Puis eux, ben, dans le fond, la ville alloue un budget à des gens, mais elle choisit un petit peu à qui elle alloue le budget, puis quel genre de projet, pour quel genre de projet elle alloue un budget. Donc, ça peut limiter les initiatives qui sont un petit peu plus dans un champ quelconque. Et puis, voilà. C'était ça que je voulais amener comme dernier élément.
Merci, Alexandre. On va passer maintenant à David Dufour-Laflamme, qui est toujours étudiant à la maîtrise au département de géographie, mais il vient tout juste de déposer son mémoire là, en janvier. Il va nous parler de transmission des territorialités Innu et innovation sociale, la contribution multiforme de l'Institut Tchakapesh. David, je te surveille en termes en temps. Merci. Oh, on t'entend pas très bien. La connexion a l'air... Est-ce que ça va bien comme ça? Ou... Ouais, c'est mieux. Parfait. Si tu peux mettre en plein écran. Ouais. Donc, bonjour, comme Laurie l'a dit, je m'appelle David Dufour. Je viens tout juste de déposer mon mémoire à la fin du mois de janvier. Donc, je m'intéresse aux transmissions des territorialités Innu et au rôle de l'innovation sociale, la contribution multiforme de l'Institut Tchakapesh. Donc, on fait un petit plan de la présentation. Je vais présenter brièvement les Innu de la Côte-Nord, puis leur relation avec le milieu de l'éducation. Puis, je vais parler de mon projet collaboratif avec mon partenaire, l'Institut Tchakapesh, qui sur mes différentes questions et hypothèses de recherche. Puis ensuite, les activités de terrain que j'ai faites pour collecter les données, le traitement de ces données-là, puis un peu les tendances qui se sont dégagées des différents entretiens qu'on a eus. Puis finalement, une synthèse qui revient un peu sur la pérennisation des territorialités Innu, puis une ouverture qui partage les limites, puis les pistes de réflexion. Donc, d'abord, qui sont les Innu? C'est un peuple semi-nomade, grande famille ethno-linguistique algonquienne. Initialement, ils vivaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Puis ils partagent une langue commune qui est l'Innu-Emun, puis une culture commune qui est l'Innu-Etun. Puis ils vont avoir ce mode de vie-là sur un territoire commun qui est le Nitassinan. On les appelait autrefois les montagnais. Ça remonte au premier contact. C'était le peuple qui habitait dans les montagnes. Puis les premiers colons européens ont pu rentrer en contact avec eux durant la saison estivale, plus sur les côtes nord, sur la côte nord, dans le fond. Puis avant 1950, il va y avoir quelques postes de traite, puis des missionnaires qui vont s'aventurer dans le territoire, mais sans plus. Les contacts vont surtout se limiter aux abords du Saguenay puis du lac Saint-Jean, donc proche des communautés de Mastoyache et Pessamit. Puis sinon, les Innu vont quand même conserver un mode de vie semi-nomade jusqu'au 20e siècle. Puis en 1950, cette île va devenir un peu un pôle de développement régional pour la région de la Côte-Nord dans la société québécoise. Donc là, on va voir vraiment l'arrivée des premiers services dans la région. Puis on va aussi vouloir donner des services aux Autochtones. Donc, on va construire une nouvelle réserve à Magnotenam en 1950 qui va être considérée comme une réserve moderne qui va avoir toutes les commodités, dont un pensionnat pour envoyer les enfants à l'école. Donc, depuis cette époque, les Innu sont répartis en 11 communautés sur la Côte-Nord au Québec, puis 2 communautés au Terre-Neuve-Labrador. Ils sont environ autour de 20 000 individus, donc c'est la nation autochtone la plus nombreuse au Québec. Puis, c'est ça. La relation avec l'école, dans le fond, comme plusieurs peuples autochtones, va être particulière. Donc, avant 1950, les Innu vont quand même avoir fréquenter l'école, que ce soit des écoles de jour ou des missionnaires, quelques mois dans l'année, surtout durant l'été. Puis, ils vont continuer de s'enseigner entre eux durant le restant de l'année à l'intérieur du territoire. Donc, il va y avoir... les missionnaires vont rapporter même que les Innu sont déjà une population qui connaissent bien les rudiments de l'écriture et de la lecture. Mais le système de pensionnat va plutôt faire partie d'un agenda colonialiste de l'État canadien pour favoriser la sédentarisation des Innu, puis pour pouvoir mieux exploiter le territoire puis en prendre possession. Donc,
Jusque dans les années 60-70, le pensionnat de Maliotenam va être en fonction. Puis, à partir de ces années-là, il va y avoir plusieurs événements qui vont faire bouger les choses. Là, au niveau mondial, il va y avoir un regain un peu des valeurs humanistes. Ça va être aussi la période de la décolonisation de l'Afrique, la fin un peu des puissances coloniales. Au Canada, il va y avoir ces idées-là vont se répercuter un peu dans les relations avec les Autochtones. Puis, il va y avoir aussi la publication d'un rapport vraiment accablant en 1967, le rapport Answorth et Tremblay, qui vraiment dénonce toutes les côtés négatifs du système de pensionnat, puis qui met aussi en lumière l'aspect vraiment acculturateur puis assimilateur du pensionnat. Donc, il va aussi avoir, pendant cette période-là, le gouvernement ne va pas trop savoir quoi faire, le gouvernement fédéral, donc il va essayer d'intégrer, d'annuler la loi sur les Indiens, puis de transférer les responsabilités éducatives aux provinces, mais les Autochtones vont refuser un peu ce changement-là, puis ils vont obliger le gouvernement canadien à prendre ses responsabilités, puis ils vont se manifester dans la publication du document « La maîtrise indienne de l'éducation indienne », qui est encore d'actualité aujourd'hui dans les revendications que les Autochtones peuvent faire au niveau éducatif. C'est sûr que depuis ces années-là, il va y avoir eu beaucoup d'améliorations. On partait vraiment de loin. Mais le statu quo demeure. On va surtout dénoncer le manque, le transfert des responsabilités, puis des responsabilités de gestion plus que du réel pouvoir dans les écoles de bande. Donc, c'est ça. Il va y avoir aussi d'autres différences. Il va y avoir un changement dans la vision qu'on a de la recherche en éducation avec les Autochtones. Donc, on va plus s'intéresser à documenter les initiatives qui fonctionnent puis qui permettent des bons résultats. Puis, on va aussi analyser l'école plus de manière large. Puis, on va sortir d'un certain vase clos. L'école, ce n'est pas juste une affaire de notes puis de réussite scolaire. Ça va être aussi de voir l'école dans son ensemble, dans la communauté, puis tout ce qui vient autour de ça. Donc, moi, à partir de ces observations-là, je me suis demandé comment l'école, en moins de 100 ans, pouvait passer d'un outil d'assimilation vraiment à un outil qui est censé émanciper puis faire grandir cette jeunesse-là. Donc, dans le cadre de mes recherches, j'avais un document qui était vraiment intéressant, là, une synthèse des connaissances sur la réussite et la persévérance scolaire des élèves autochtones. C'est donc là-dedans que j'ai découvert l'Institut Chagapèche en 2018. Puis après quelques coups de téléphone avec eux, j'ai su qu'ils seraient proches de chez nous à Laval. Donc, je suis donc allé les rencontrer dans le cadre de l'activité sous le Chapitoine. Puis c'est là que j'ai pu établir les premiers contacts avec les personnes de Chagapèche, où j'ai parlé de mon projet, puis c'était vraiment bien reçu. Donc, à partir de ça, je suis revenu dans mon bureau, puis j'ai un peu développé mes questions de recherche. Donc, je me suis vraiment intéressé à savoir comment ils pouvaient pérenniser, les Autochtones pouvaient pérenniser leur rapport au territoire. Puis, dans le fond, c'est qu'en s'engageant à la promotion de la culture et de la langue Innu, en partenariat avec les écoles et les communautés de la nation, l'Institut Chagapèche participe à un développement territorial décolonisé, respectant la pluralité des territorialités. Donc, pour organiser un peu cette question de recherche principale, j'ai voulu savoir l'Institut Chagapèche, en gros, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font. Puis, je savais déjà que c'était un organisme régional qui œuvrait pour la culture et la langue dans une perspective scolaire, mais j'ai voulu vraiment voir d'où il venait, comment il s'était construit. Après, j'ai voulu savoir comment et pourquoi il était socialement innovant, donc vraiment voir qu'est-ce qu'il faisait de différent, comment il pouvait mettre en valeur les initiatives locales pour arriver à pallier certaines lacunes des systèmes étatiques ou qui n'arrivaient pas à leur fin. Puis finalement, je me suis demandé en quoi les fondements culturels valorisés par l'Institut Chagapèche contribuent à une reterritorialisation des Inuits. Donc, à voir comment l'Institut Chagapèche valorise un rapport au territoire qui est ouvert, porté sur les traditions, mais qui est aussi ouvert sur la contemporanéité. Donc, qui peut vraiment s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Pour faire ça, je suis participé à 2 activités de terrain que j'ai organisées. Donc, la première se déroulait à l'Institut Chagapèche dans les bureaux. Je suis allé faire une visite qui était quand même
plutôt formel. J'avais une personne ressource sur le terrain qui m'avait organisé un peu comme des entrevues avec les gens des bureaux. Donc, j'ai pu poser mes questions vraiment sur qu'est-ce qu'il en était de l'Institut de Chakapèche. Puis, suite à ce terrain-là, j'ai voulu pousser la note un peu plus loin pour voir concrètement l'innovation sociale, comment ça pouvait se dérouler sur le terrain. Donc, je suis parti avec les membres de l'activité sous le chapiteau que j'avais déjà rencontré l'année d'avant à une école du Lac-Saint-Jean. Puis là, c'était vraiment un terrain qui était plus immersif où j'ai passé toutes mes journées au complet avec cette équipe-là. Puis je les assistais dans les présentations le jour, puis dans les activités le soir après les présentations plus formelles de l'activité sous le chapiteau. Donc, au final, j'ai rassemblé 14 entrevues. Puis, je suis revenu avec ça. J'ai transcrit les entrevues codées dans le logiciel NVivo avec des thèmes qui émanaient à la base de ma structure méthodologique, mais qui sont aussi induits par les récurrences qui ont pu revenir dans les entrevues avec les participants. Après ça, les données ont été organisées dans un tableau descriptif pour pouvoir affirmer ou infirmer un peu les hypothèses et les sous-hypothèses. Donc, 5 minutes, David. Oui, merci beaucoup. L'Institut Chakapèche de l'innovation sociale à la décolonisation. Donc, vraiment, en s'organisant, les Inuits ont pris les moyens d'entretenir une relation collaborative avec l'État. Donc, ils vont vraiment pouvoir s'organiser puis entretenir une conversation. Ils vont aller chercher du financement pour réaliser plusieurs projets dans leurs 3 secteurs. Quand moi, je les ai visités, il y avait 3 secteurs. Donc, le secteur langue, eux, ils m'avaient parlé, entre autres, d'un projet de mise en ligne d'un dictionnaire Innu français-anglais qui était vraiment un projet qui était tout chaud, là, qui venait d'être terminé. Donc, ça venait aussi avec une grammaire en ligne, puis des exercices pédagogiques qui étaient accessibles à tous. C'est sûr que ça visait un peu le personnel enseignant, mais c'était vraiment c'est un outil que j'ai utilisé tout au long de mon mémoire là, pour certains termes. Dans le secteur de la culture, il y avait le projet des agents culturels. Dans le fond, ça aussi, c'est un projet qui venait d'être mis en place un peu. Puis, c'est un projet à travers lequel il y avait une personne par communauté qui était un peu réputée puis connue dans la communauté pour être au courant des activités culturelles qui se passaient, puis qui avait le rôle à Chakapèche de maintenir les activités qui se déroulent bien, puis de donner un peu l'impulsion à des initiatives qui auraient pu voir le jour mais qui avaient besoin de moyens techniques ou financiers ou quelconques. Puis en éducation, qui est un peu leur plus gros secteur, là, il y avait plusieurs projets aussi qui ont été relevés dans les entrevues. Il y avait entre autres l'adaptation de matériel pédagogique. Il y avait un programme qui s'appelait « J'adopte un cours d'eau », qui est une activité populaire sur la Côte-Nord dans les écoles où les enfants prennent conscience des cours d'eau qui sont autour d'eux. Dans le volet autochtone, l'Institut de Chakapèche a ajouté un chapitre de plus où il y avait la participation d'un aîné en classe, puis où il engageait une dimension un peu spirituelle puis culturelle. Puis, mais sinon, il y avait aussi des plans en éducation qui étaient à un niveau vraiment beaucoup plus large, là, que ce soit la correction puis la tenue des examens de toutes ces écoles membres en même temps pour pouvoir uniformiser un peu les épreuves puis obtenir des statistiques sur la scolarisation des Inuits. Donc, vraiment, il y avait plusieurs projets qui valorisaient la langue, la culture dans l'éducation, qui pouvaient leur permettre d'affirmer leur identité puis leurs valeurs tout en façonnant le territoire qu'ils occupent. Donc, à partir de ces travaux-là, l'Institut Chakapèche devient vraiment une référence dans le domaine culture et éducatif autochtone, puis dans le domaine de la langue. Donc, ils vont partager leur expertise en dehors des communautés auprès d'autres acteurs qui côtoient une clientèle autochtone ou qui sont intéressés à ça. Puis, il va y avoir des activités de sensibilisation vraiment dédiées à un public plus large, comme l'activité sous le chapiteau auquel j'ai participé, qui parcourt les écoles depuis une vingtaine d'années, puis qui va justement là, arriver dans une école pour une semaine, puis faire des présentations aux étudiants à tour de rôle par petits groupes d'une vingtaine à trentaine, là, dépendamment comment les enfants sont petits. C'est une activité qui va aller soit au primaire, même si c'est conçu pour le secondaire. Ils vont pouvoir aborder vraiment des thèmes, que ce soit au cégep, à l'université, avec des enfants plus jeunes. Les animateurs vont vraiment juste s'adapter à la clientèle, puis vont pouvoir aborder différents thèmes. Dans des contextes plus sérieux, il peut y avoir des conférenciers qui vont venir agrémenter les présentations. Puis aussi, il peut y avoir des sujets plus en particulier
qu'ils vont traiter. S'ils vont, par exemple, dans une université, j'ai entendu qu'elle allait dans le secteur de la santé, bien là, ils vont parler un peu de comment interagir avec les patients qui sont autochtones, Inuits, comment considérer aussi la médecine traditionnelle. Si c'était un cégep en technique policière, bien là, c'était vraiment d'autres choses qui allaient être abordées. Fait que vraiment, c'est une activité qui pouvait sensibiliser plusieurs groupes de la population. Puis, au final, pour revenir sur le... Il reste peut-être une minute? Oui, c'est ça. Merci. Parfait. Bon, donc, pour revenir un peu sur la pérennisation des territorialités autochtones, donc, on a considéré la territorialité vraiment comme un processus dynamique où il y a une territorialisation initiale qui est favorisée par la culture et la langue Innu. Puis aussi, il va y avoir des processus de déterritorialisation, comme les politiques coloniales puis la mondialisation qui vont venir altérer ces territorialisations initiales-là. Donc, on est un peu dans une espèce de reterritorialisation des Inuits qui est porteuse des traditions, ouverte sur le monde, mais marquée par la réconciliation et la décolonisation que des organismes comme Tchèque-Pêche amènent. Donc, je pense qu'on va peut-être sauter ça pour l'instant ou revenir dans les questions. Je peux le laisser là si les gens veulent lire quelques instants. Merci, David. Ben, tu peux le remettre sur ta dernière diapo. Juste nous laisser le temps avant d'amorcer le bal des questions, de regarder. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir spécifiquement sur la présentation de David de manière succincte? Puis ensuite, on prendra une petite période pour l'ensemble des 3 présentations. Non? Pas de questions? Oups! OK, tu es revenu, David. Ben merci. Fort intéressant, comme toujours. Est-ce que, Leïla, peux-tu juste me guider en termes de temps? Parce que là, il est midi. Je sais que dans le programme, la pause du midi commence à midi. Donc, juste pour mieux organiser la période de questions, combien de temps qu'on a? On peut prendre une dizaine de minutes, vu qu'on revient. Donc, on a 45 minutes pour dîner, donc on peut prendre. OK, parfait. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait des interventions? Oui, bon, les mains se lèvent. Alors, allons-y avec Morgane. Oui, bravo pour vos présentations. Donc, ma question, c'était pour Alexandre. Là, pour commencer, j'ai vraiment apprécié tes schémas. Là. Je trouvais que c'était super clair. Ça aide à comprendre vraiment plus la différence. Donc, je pense que c'est un bel ajout. Et ma question, quand tu as commencé à parler du genre de programme comme Montréal en commun, je pense, je me demandais si c'était ça. En fait, j'ai parlé des projets participatifs citoyens. Donc, oui, je n'ai pas parlé de Montréal en commun, mais c'est correct. Là. OK, mais oui, c'est ça, cette initiative-là. Sinon, je me demandais si tu avais eu un peu plus une réflexion sur ça ou si tu as eu des témoignages de personnes qui font des initiatives, si tu penses que, comme oui, ça peut favoriser l'émergence de projets communs comme ça, ou si ça peut peut-être limiter, tu sais, si c'est une façon pour la ville d'un peu mettre des barèmes vraiment à certaines initiatives peut-être qui rentrent pas là-dedans. Fait que je me demandais si tu as plus une opinion là-dessus. Oui, bien c'est ça, mais tu sais, il y a un peu deux manières de voir ça, là, en effet, tu sais, comme une espèce de sous-traitance néolibérale, la ville néolibérale, là, qui fait un peu, tu sais, qui va chercher de la main-d'œuvre gratuite aussi, tu sais. Mais attends, je vais réorganiser ça. En premier, budget participatif citoyen. Projet participatif citoyen, ce n'est pas des budgets participatifs. C'est vraiment, on donne de l'argent sous certaines conditions à des citoyens puis c'est limité à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est sur quoi je travaille. Puis, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, oui, ça permet aux gens de trouver, tu sais, M. Klein parlait au début de capacité de transformation de l'environnement institutionnel. Bon, bien, ça donne... je pense qu'on va le savoir avec le temps, hein, vers quoi ça va porter, vers quoi ça va mener. Puis aussi, tu sais, c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide de réaménager des espaces par des citoyens, pour des citoyens, que faire un parc
à l'aide de la ville. Parce que l'outil municipal, il est vraiment lent. Donc, ça a des bénéfices là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui a ressorti beaucoup dans les entrevues. Puis, voilà, pour ça, tu sais, il y a plein de solutions. Mais bon, est-ce que je réponds à ta question? Excuse-moi, j'ai l'impression que je m'en vais dans une autre direction. Ben oui, quand même, je pense que c'était une... on pourrait en discuter longtemps, mais quand même, je trouve intéressant ce que tu dis. Merci. Jean-Marc Fontan, pour la deuxième question. Oui, merci. Voilà, j'ai une petite question pour Adélaïde et Alexandre, puis aussi une autre question pour la troisième présentation de Claude. Donc, la première question, je voyais un lien entre les deux présentations, mais qui n'était pas mis en relief, c'est-à-dire l'attractivité. De quelle façon est-ce que le commun peut devenir un élément d'attractivité? Et on ne l'a pas très bien senti. On était peut-être plus dans des modalités d'attractivité plus classiques, là, dans ce qui avait été présenté autour de l'expérience des savoirs partagés. Donc, je me demandais si, d'une part, on ne pourrait pas en faire une dimension plus forte pour, par exemple, Petit Saguenay, et aussi comment, à travers l'îlot des murmures, on pourrait générer de l'intéressement pour faire monter en résonance, si on veut, cette idée du commun. Donc, une espèce de complémentarité à faire. Puis pour Claude, presque à la conclusion, tu parles de la territorialisation avec un effet sur la tradition, une ouverture sur le monde. Puis le troisième point, ça touche à la décolonisation. Je l'ai moins senti, ce processus au niveau de la décolonisation dans la présentation. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de l'aborder. Alors, j'aimerais peut-être avoir des précisions sur comment est-ce qu'elle est envisagée, cette décolonisation par la communauté Innu. Merci. Donc, on peut y aller pour les réponses dans le même ordre que les questions ont été posées, si ça vous convient. Donc, Adélaïde, Alexandre et David, pour conclure. Oui, ben merci pour la question. En effet, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout le concept de commun avant de participer à diverses conférences, donc je commence à l'entendre revenir. Et effectivement, je ne l'ai pas vu vraiment mentionné au niveau de Petit Saguenay pour le moment. Par contre, ce qui pourrait peut-être être fait, c'est effectivement, donc c'est vraiment l'idée déjà de co-construire la ressource, la démarche d'attractivité et effectivement de peut-être valoriser en commun certaines pratiques. Là, ce qui est en question aujourd'hui à Petit Saguenay, c'est la mise en place d'un écoquartier déjà. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, il pourrait y avoir une sorte de construction différente, d'organisation différente, qui puisse mettre en pratique l'application, la notion de commun. Et également, aussi, récemment, a fermé un atelier qui était important pour l'économie de Petit Saguenay. Et là, le maire a l'air de vouloir mettre en place des locaux collectifs pour la mise en place d'entreprises, en fait. Donc, je sais, ça pourrait aussi être une opportunité. Mais je ne sais pas effectivement à quel point cette notion va être mobilisée pour la suite, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Alexandre? Oui, je suis désolé, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Donc, vous posiez la question par rapport à l'augmentation de l'intérêt ou l'attractivité par rapport aux deux cas? Dans un cas, on travaille sur l'attractivité. Et là, je me posais la question, comment est-ce que dans une logique de transition sociale et écologique, ça devient important de pouvoir mettre en relief la dimension dans l'attractivité de tous les changements qu'il y a à faire en termes d'inégalité puis de transition écologique. Et du côté, par exemple, de l'îlot, là, on est déjà dans une démarche où on essaye de retravailler la question écologique et de la travailler dans une logique de commun et non pas de propriété privée. Donc, de quelle façon est-ce qu'on ne peut pas générer de l'intéressement, c'est-à-dire rendre cette façon de faire plus intéressante, donc de la diffuser, de la généraliser pour que ça devienne partie prenante, si on veut, un petit peu partout, là. C'est le sens de la question. Oui, je comprends très bien. Déjà, il y a un problème avec, pas le cadre bâti, mais il n'y a pas il n'y a pas nécessairement énormément de terrains vacants, par exemple, que la ville peut racheter à somme modique, là, certainement avec l'augmentation des prix incroyables dans Rosemont. C'est complètement aberrant. Mais il y a des initiatives un peu, pas similaires, mais comme dans des parcs, où il y a la création d'une espèce de jardin qui n'est pas un jardin communautaire, c'est juste un endroit pour cultiver. Puis, à ces endroits-là, ben, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent un peu ensemble.
Donc, je n'ai pas étudié vraiment profondément ces initiatives-là, mais j'en ai vu dans plusieurs parcs dans Rosemont. Puis ça peut être intéressant parce que là, la ville, sur des espaces qui lui appartiennent, bien, essaie de recréer un petit peu cette situation-là, même si l'espace est déjà aménagé. Tu sais, il y a plein d'endroits dans des parcs où c'est juste du gazon puis un arbre. Tu sais, il y a plein d'espace pour faire quelque chose, là. Puis moi, j'ai vu, en tout cas, c'est ça, je ne sais pas tout le temps des gens, mais voilà, est-ce que ça répond un petit peu? Je ne vois plus Jean-Marc. Au pire, je peux y aller rapidement, là. Oui, vas-y, Donc, David. ce qui était un peu au niveau de la décolonisation, peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup senti dans la présentation, mais je pense vraiment que c'est la capacité de l'Institut de Chakapèche à s'approprier les ressources qui sont disponibles, que ce soit au niveau de l'État ou ailleurs, pour permettre aux Inuits dans les communautés de donner la couleur à leurs projets, puis aux autorités, aux services locaux, communautaires qui ont autant l'école ou à d'autres niveaux. On peut aussi voir qu'à travers l'Institut de Chakapèche, les communautés deviennent un peu plus, de plus en plus autonomes au fur et à mesure que les projets se réalisent dans leur communauté. Juste après mon passage, justement, on pouvait voir que mais l'Institut de Chakapèche, qui administrait autrefois les budgets scolaires pour les écoles de ces communautés membres, avait récemment passé à transférer ces responsabilités financières-là au conseil de bande directement dans les communautés. Donc, on passe un peu dans une phase d'autonomisation, d'autodétermination, qui était aussi le même cas un peu avec le poste des agents culturels dans le secteur de la culture. C'est que Chakapèche n'a pas besoin non plus de se rendre toutes les fois dans les communautés pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis il peut y avoir aussi une discussion qui émerge entre les différents membres de ces communautés-là où les initiatives peuvent se partager. Puis à partir de ça, je pense que Chakapèche peut toujours continuer d'évoluer puis de développer des services différents, dépendamment sont rendus où leur communauté. Je ne sais pas si ça répond un peu. Merci, David, pour ces précisions. Je vois le temps filer. On arrive à notre 10 minutes. Pour conclure, je voulais vous remercier encore à tous les trois pour... en fait, on avait 3 présentations, puis même celle de ce matin. Hein, on est dans la quête de mieux vivre ensemble pour avoir une pérennité des milieux de vie, des cultures, de l'environnement aussi. Donc, où ce mieux vivre ensemble passe par la rencontre aussi de diverses populations urbaines, rurales, quartier, ville, Innu, non Innu. Donc, on a où la capacité, comme pour faire du pouce sur ton intervention, tu as fait du pouce sur celle de Juan Luis, Alexandre, hein, où la capacité de transformer passe par le truchement des institutions, mais aussi par l'action citoyenne. Alors, on est vraiment là, dans cette logique-là, donc c'est fort intéressant. Puis merci encore à toutes et à tous. Et Laila, je te laisse conclure par-dessus ma conclusion. Merci. Oui, merci Laurie. Je voudrais remercier tout le monde d'être là et je voudrais remercier la dernière scène. En fait, Joris et Louis-Philippe qui ont accepté la prise de notes et la synthèse de cette journée. Merci de l'avoir accepté. Et on va aller au dîner. On revient à 12h45 pour la 3e séance.